Merci beaucoup. Merci Madame la vice-présidente, Madame la vice-présidente du conseil municipal. Voilà, voilà Madame le maire, Mami Dieng. Merci à travers El Hadj Malick, tous les organisateurs, je vous remercie de cette initiative. Et je suis vraiment très heureux de venir partager avec vous les orientations du gouvernement par rapport au secteur de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais d'abord commencer par quelques considérations qui me semblent assez importantes. D'abord, l'orientation politique pour un projet, pour un Sénégal souverain, juste et prospère, que nous appelons le projet. Cette orientation fait suite à une volonté de rupture, comme on l'a toujours annoncé. Nous avons pensé toujours qu'on n'a pas assez valorisé et optimisé nos potentialités sous toutes les formes. Que ce soit au niveau du capital humain, au niveau des ressources de nos terroirs, mais également au niveau des stratégies et des actions publiques que nous menons. Cependant, nous n'avons pas trouvé un terrain vierge. C'est le lieu de remercier et de féliciter les gouvernements précédents, notamment par rapport à la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire, mais également par rapport à l'érection d'un ministère dédié à l'économie sociale et solidaire. Ces considérations sont très importantes. Ce sont des avancées majeures que le Sénégal a opérées. C'est vrai, le Sénégal n'est pas le principal leader de l'économie sociale et solidaire. Par contre, sur le plan de la réglementation, sur le plan de la stratégie, le Sénégal peut être considéré comme un champion car c'est le seul pays qui dispose à la fois d'un ministère dédié et d'une loi d'orientation. Cependant, sur le plan de la mise en œuvre, c'est là où je vais glisser sur les considérations. Cependant, sur le plan de la mise en œuvre, je vais vous surprendre. Parce que je vais vous dire qu'il n'y avait pas de politique d'économie sociale et solidaire. C'est ça la triste réalité. Je vous dis pourquoi il n'y avait pas de politique d'économie sociale et solidaire. D'abord, si l'on considère les 800 ONG, les 32 000 associations, si l'on considère l'immensité du travail fourni par ces associations et organisations ou GIE qui s'activent dans des activités de production solidaire, on n'a pas en réalité un accompagnement ciblé et spécifique au secteur. Or, la politique publique, je le dis tout haut, ce n'est pas le fait d'avoir une LPSD, une lettre de politique sectorielle de développement. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir un ministère, mais c'est d'abord un contenu. Parce que si vous regardez bien en sciences politiques, la politique publique a 5 composantes, dont le plus important, c'est le contenu. Le contenu en dehors du programme, de l'orientation normative du moins, de la... Voilà. Or, à ce niveau, il y a des problèmes. Pourquoi je le dis? Parce que si vous prenez l'économie sociale et solidaire du point de vue
La première dimension, c'est la production solidaire. Toute organisation, toute association, par exemple, quel est le travail que mène l'État sur l'appui aux coopératives de production? On n'avait pas vu une politique dédiée à la production solidaire au niveau du ministère. Ça n'existait pas. La deuxième dimension, c'est la dimension mutualisation. À chaque fois que vous êtes dans la mutualisation, pour avoir une finalité, soit économique, soit sociale, vous êtes dans l'économie sociale et solidaire. La troisième dimension, là également, il n'y a pas de politique que nous avons pu identifier sur ce plan au niveau du ministère. Tout ce qui se passe dans les mutuelles nous échappe. On n'a pas vu d'action ou d'activité spécifique ciblée sur ces mutuelles. Différemment de la politique de microfinance. Parce que n'oublions pas qu'il y a des mutuelles dans le domaine de la santé et autres. Il n'y a pas de politique. La troisième dimension de l'économie sociale solidaire, c'est l'économie sociale en tant que telle. L'économie sociale, c'est là où c'est le lieu de comprendre réellement ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. On a toujours fait des confusions à ce niveau. L'économie sociale solidaire n'est pas une économie de profit. C'est pourquoi le courant capitaliste ou ultralibéral, voilà, ces riches n'aiment pas du coup tout cette... Or, ce n'est pas ça, en fait, cet aspect idéologique qui doit être le problème. Dans l'économie sociale, dans cette finalité sociale, c'est là où également on voit, par exemple, le volontariat ou le volontarisme, l'entrepreneuriat social, les entrepreneurs sociaux. C'est là également, par exemple, que des phénomènes qui plombent le développement de nos sociétés sont pris en charge par certaines catégories ou personnes. Quand, par exemple, moi, je décide de lutter contre la mendicité des enfants, je peux faire de l'économie sociale. J'identifie, le ministère identifie, par exemple, des daara. Au lieu de faire de l'assistanat, on leur donne des moyens pour s'organiser, se structurer et avoir un petit maraîchage qui leur permet d'allier le daara et le travail. Et ces gains vont être utilisés pour la nourriture et avoir des revenus, voilà, qui permet de lutter contre ce fléau. Ça n'existait pas en réalité. On ne dit pas ces aspects pour simplement critiquer, mais pour montrer là où nous voulons en aller, ce qui manque. Parce que si on ne le perçoit pas bien, on ne pourra pas le corriger. C'est justement ça. Alors, de ce point de vue, nous avons été très attentifs aux 3 défis majeurs que vous avez évoqués, mais également aux 6 recommandations que Malick Diop a explicitées. Et à ce niveau, je dois vous dire que dans une approche d'économie sociale et solidaire, vous ne pouvez pas en réalité l'économie sociale et solidaire sans être dans l'optimisation de la valeur ajoutée, dans les chaînes de valeur. Parce que les organisations se regroupent pour faire face à la concurrence, pour faire face aux chocs, pour faire face aux défis et avoir des conditions décentes de production et de vie. C'est pourquoi les Nations Unies ont bel et bien raison de considérer que l'économie sociale et solidaire est le meilleur moyen pour accélérer les objectifs de développement durable. En ce moment où nous en sommes à mi-chemin de 2030. Et c'est pourquoi le ministère est très heureux de venir partager avec vous ces orientations, tout en
en vous disant que ça cadre parfaitement, vos recommandations cadrent parfaitement avec les orientations que nous avons reçues du chef de l'État et du Premier ministre Ousmane Sonko. Si vous vous souvenez, le premier Conseil des ministres, le maître mot de ce Conseil des ministres a été la co-construction, la proximité, un gouvernement de proximité, et le Premier ministre de nous interpeller en nous disant que nous devons être un gouvernement accessible, l'accessibilité. Et dans cette co-construction, nous sommes obligés, je dis bien obligés, de travailler avec la société civile pour atteindre nos objectifs. Et je précise également que j'ai eu l'opportunité d'avoir assisté pendant 8 ans à toutes les revues annuelles conjointes. Évidemment, en tant que technicien, je n'avais aucun pouvoir d'orientation à ce niveau. Mais j'ai toujours déploré durant cette période qu'il n'y a pas au niveau des politiques publiques des indicateurs qui nous permettent de capitaliser les réalisations de la société civile. En ce moment où nous en sommes en train de reformuler nos indicateurs, on a accordé une importance particulière à cet aspect. Car dans le processus de réalisation des missions de politique publique, il est évident que c'est l'État qui aménage le cadre et c'est l'État qui oriente. Et que les performances de la société civile sont tributaires du bon aménagement, de la bonne réglementation, de la bonne orientation de l'État. Donc si on peut faire des progrès à ce niveau, il va sans dire que la société civile pourra jouer sa partition avec brio. C'est la raison pour laquelle tous ces aspects qui ont été évoqués, notamment dans le cadre de la gouvernance du secteur, sera une gouvernance participative, comme vous l'avez vu dans le document du projet. L'approche projet sera de rigueur, l'approche partenariat public-privé sera également de rigueur. On n'est plus dans les politiques directives, mais les politiques inclusives et participatives, conformément aux recommandations du forum de haut niveau d'Accra. Donc, l'État est une partie prenante dans l'écosystème du développement, à côté de la société civile, à côté des populations, à côté des leaders d'opinion, d'influence, mais également à côté des petites et moyennes entreprises du secteur de la production économique. Voilà en résumé l'approche que nous allons mener par rapport à la question sur la gouvernance. Et de ce point de vue, je dois vous dire également que dans le suivi évaluation, la société civile sera partie intégrante du processus pour montrer également, pour servir de relais par rapport aux réalisations, mais également de conseil par rapport aux manquements qui pourraient éventuellement être remarqués. On ne peut pas être juge et partie, et de ce point de vue, la véritable société civile, pas la société civile activiste, mais la véritable société civile de développement pourra véritablement nous appuyer à ce niveau. C'est le lieu de dire maintenant la spécificité de l'orientation que nous avons prise à travers l'orientation globale du projet. C'est d'avoir une microfinance au service de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on avait constaté que, du point de vue de la microfinance, il y avait des performances. C'est vrai, la performance n'est jamais suffisante, il faut toujours aller le plus loin possible, mais la microfinance quand même marchait, contrairement à l'économie sociale et solidaire.
Et quand on a diagnostiqué les problèmes que nous avons dans le secteur de la microfinance, on s'est rendu compte que l'économie sociale solidaire en tant que telle peut être une solution. Toutes les déperditions ont été remarquées dans les financements individuels. Le recouvrement avec les financements solidaires a été beaucoup plus important et par conséquent, on a décidé d'articuler les deux. D'autant plus que la microfinance comme l'économie sociale solidaire ont eu la même genèse. L'économie sociale solidaire, nous pouvons aller très loin jusqu'à Mamadou Dia avec la coopération, les coopératives, qui avait abouti à la création de l'École nationale d'économie appliquée et du collège coopération. Et si vous regardez même, c'est durant cette période, les 2 meilleures années où le Sénégal a eu les meilleurs agrégats macroéconomiques, c'est durant ces 2 années de présidence de Mamadou Dia, où c'était les coopératives qui étaient le socle de la création de richesses. L'autre aspect, c'est la microfinance, qui émane du dynamisme de l'entrepreneuriat féminin. La microfinance a comme genèse l'entrepreneuriat féminin. C'est pourquoi elle est essentiellement féminine. Donc, 2 secteurs, 2 sous-secteurs qui ont la même genèse. Mais pourquoi ne pas aller dans la politique de l'État en les articulant? Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit que la microfinance au service de l'économie sociale et solidaire, virgule, vectrice de création d'emplois décents et massifs. Pourquoi emploi décent et massif? C'est pour lutter contre la morosité économique. Regrouper les jeunes, former-les, donner-les des outils. Ils auront plus de chances de s'en sortir. Quand des jeunes ont peur de prendre 5 millions, parfois même 10 millions, de l'investir, c'est parce qu'il y a une morosité économique. Avec 5 millions, dans un pays normal, dans une économie normale, vous allez créer une très petite entreprise. Mais si on n'ose pas, c'est parce qu'il n'y a pas en fait cet aménagement qui pourrait les appuyer pour aller vers la promotion de leur initiative entrepreneuriale individuelle en de très petites entreprises. Et c'est la raison pour laquelle notre approche a été d'aller vers la production solidaire, que j'ai définie comme étant la première dimension de l'économie sociale solidaire, et d'orienter la microfinance à ce niveau, regrouper les jeunes, financer-les, vous allez voir qu'ils vont rembourser. On a eu l'expérience dans le secteur du transport avec les associations de transport, quand on a voulu renouveler le parc automobile. Il n'y a eu aucune déperdition. Parce que c'est une chaîne et chacun se porte garant de la viabilité par la solidarité. Donc ces aspects me semblent extrêmement importants. C'est la raison pour laquelle les différentes phases de production ont été bien appréhendées par le ministère à travers les 5 boutiques que Madame la directrice de la promotion économique sociale et solidaire a expliquées tout à l'heure. Nous allons intervenir avec la société civile que vous êtes, en amont de la production, pendant la production et en aval de la production. Au Maroc, les coopératives vendent avant de produire. Les coopératives ne font même pas l'activité de distribution. C'est-à-dire les producteurs, je veux dire, ne font pas l'activité de distribution. C'est la coopérative qui s'en charge. Et du coup, avec ces boutiques que nous allons mettre en place, les boutiques sources qui constituent le maillon essentiel consiste à identifier toutes les organisations qui sont dans la production, en amont et dans la production, que ce soit dans dans le secteur des intrants de production ou des matériels de production, que ce soit dans l'agrégation de la production, parce que quand on est en coopérative, il y a le lieu de souligner l'importance de l'agrégation de la production.
Ces organisations vont être identifiées et appuyées. Et à partir de là, on va mettre en place, dans la phase de valorisation, de transformation, si vous voulez, des boutiques technologiques et des boutiques uniproduction, comme l'a souligné la directrice. Et dans la phase de distribution, les coopératives pourront, à travers ces boutiques témoins, valoriser leurs produits. Qu'est-ce qui va se passer in fine? On aura, avec l'avantage comparatif qui se fonde sur l'immédiateté, sur laquelle j'ai travaillé avec le docteur Cheikh Gueye, les ressources brutes de l'environnement, les produits de substitution. Autrement dit, les populations pourront produire des biens de haute consommation. Nous savons tous que les savons, les produits d'hygiène, voilà, des détergents, etc., sont des produits de grande consommation. Ce sont des produits dont la consommation ne va jamais saturer. Et avec les boutiques technologiques, où on va les appuyer dans les normes d'hygiène de qualité, vous allez voir que vous obtiendrez des produits qui n'auront rien à envier aux produits manufacturés sortis de ces industries. Et avec l'avantage comparatif du caractère brut du produit, plus un produit est issu de l'environnement, plus sa valeur ajoutée augmente. Ces produits-là vont avoir un coût de production extrêmement faible. Et ce qui va se passer, il y aura une compétitivité. C'est vrai, l'économie sociale solidaire n'est pas une économie de profit, mais c'est une économie qui se base sur le profit. Ça la nuance. Le profit n'est pas la finalité, mais c'est sur le profit que cette économie se base. Et maintenant, on aura restructuré l'économie populaire, le secteur informel. On aura assez de produits qui, au-delà de nos besoins en consommation, pourront être exportés dans la sous-région ou ailleurs, car l'avantage comparatif y est déjà. Et du coup, cette morosité économique dont je parlais va disparaître. C'est ça, en fait, l'orientation économique que j'ai voulu évoquer, mais j'avais voulu l'expliquer d'abord par l'économie sociale solidaire pour vous dire que le projet, pour ceux qui disent que nous n'avons pas de projet, le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, a comme modèle économique la substitution aux importations. Et je viens de démontrer comment, au-delà de la substitution des importations, nous allons parvenir à une exportation grâce à l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous disais qu'on a un ministre qui est à sa place. Et d'ailleurs, je défie les autres ministres de tenir 20 minutes debout comme un professeur en classe pour expliquer ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Donc, merci encore, Monsieur le ministre, pour votre brillante présentation, en plus de la présentation qui a été faite par vos collaborateurs. Une chose qui m'a particulièrement marqué dans cette présentation-là, c'est la définition de l'économie populaire. Dans les années 80-90, Enda Tiers-Monde, pour laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans, avait beaucoup travaillé sur cette question, allant même jusqu'à faire défiler à l'époque des catégories d'acteurs qui avaient toujours été exclus, qui n'étaient même pas considérés comme des travailleurs. Donc je salue ici le secrétaire, l'ancien secrétaire exécutif d'Enda Tiers-Monde, qui est parmi nous, Moussa Mbaye, qui a également beaucoup œuvré pour le développement de l'organisation. Et c'est l'occasion, dans un cadre comme celui-ci, de rappeler également le travail de précurseur de ce type d'organisation.
Je rappelle qu'en 2014, nous avons, en la présence de Monsieur le ministre, fait l'Assemblée générale d'ENDA sur cette question de l'économie populaire, sociale et solidaire, ici à Dakar. Je suis également très heureux de voir la concordance de points de vue et également d'analyse, de vision entre les organisations de la société civile et le ministère. C'est très prometteur par rapport à ce ministère, mais aussi par rapport à tout le projet. Et je vais peut-être taquiner Malik en disant que peut-être que notre vraie tutelle, c'est le ministère de l'économie sociale et solidaire. En espérant qu'il n'y a pas un espion du ministère de l'Intérieur ici, parce que c'est la tutelle des organisations de la société civile et c'est une tutelle. C'est une tutelle administrative très marquée par le contrôle, par les vérifications, les évaluations. On regarde si on est des terroristes, si on reçoit des financements. Voilà. Mais le partenariat, je pense qu'on doit vraiment le construire